Demain, c'est maintenant. Le jeu de mots est facile et on avait prévu de le faire. Merci à toutes et tous d'être ici, présents dans cet espace que certains d'entre vous nous disaient tout à l'heure découvrir. On vous invite à en profiter pour mieux le visiter. La Fabrique Paula, qu'on remercie de nous accueillir. Un espace certainement à l'image de la journée qui nous attend, c'est-à-dire une journée qui s'annonce riche, forcément. Vous l'avez vu avec des participants de qualité. On vous envoie les uns les autres à respecter le programme. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont inscrits pour les ateliers. Il y en a qui sont sur le repas, d'autres qui n'y sont pas. Donc c'est un petit peu une journée où on va picorer. Donc les ateliers, je vous le dis tout de suite, c'est les places qui seront ici. Il y en a un qui est occupé actuellement par une interview de notre confrère de Sud-Ouest, responsable des pages éco avec M. Sénard, mais il va le libérer. Et puis le deuxième atelier sera sur votre gauche. Tout de suite, en tout cas, on va mieux vous expliquer pourquoi cette journée a lieu, pourquoi le journal Sud-Ouest et le groupe Sud-Ouest l'ont voulu. Je vous demande d'accueillir Patrick Van Ries, directeur général du groupe et PDG du journal. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane, merci d'être là, dans la fraîcheur et après les embouteillages, puisque ce matin on parle des bouchons de Bordeaux, donc c'est peut-être ce qui explique quelques petits retards. En tous les cas, bienvenue. Il y a 2 ans, au cœur de la forêt landaise, on avait lancé les rencontres du progrès. C'était un titre volontairement désuet, puisque la notion de progrès, on avait souhaité la réinterroger, puisque enfin, moi, pour ma génération, le progrès, c'était pour que tout aille toujours mieux. Et puis aujourd'hui, c'est plus une notion qui est pour beaucoup libératrice, mais plutôt qui est une notion destructrice. Donc on avait laissé beaucoup de place à la science, beaucoup de place à ce qu'on appelait la raison. Et on avait essayé d'interroger un petit peu pas mal de scientifiques, beaucoup de philosophes des sciences aussi, pour que ce débat-là, cette partie-là du débat puisse avoir lieu. Et on avait considéré que c'était bien le rôle d'un journal comme le nôtre de l'organiser. Alors 2 ans plus tard, le Covid est passé par là, ça n'a fait que s'accélérer en réalité. Voilà. Et puis on a changé le titre, on l'a appelé Demain, et les rencontres du progrès ne sont plus que la baseline, mais simplement c'est bien demain qui commence aujourd'hui, tu l'as dit, et on veut continuer, nous, Journal Sud-Ouest, à être ceux qui organisent le débat sur la société qui évolue. Les mutations, on considère qu'elles se sont beaucoup accélérées depuis le confinement. Regardez en très peu de temps comment une ville comme Bordeaux s'est remplie, comment il y a des gens partout, les voitures... enfin voilà, on sent que l'activité reprend de manière effrénée. Et en même temps, les interrogations sont de plus en plus lourdes. Qu'est-ce qui va se passer pour la région? Qu'est-ce qui va se passer pour la formation? Qu'est-ce qui va se passer pour l'entreprise? Qu'est-ce qui va se passer pour la planète? Et puis, qu'est-ce qui va se passer aussi pour l'information, parce qu'il y a un grand questionnement qui sera posé cet après-midi et qui est un vrai sujet d'interrogation. Voilà, comme on est un journal historique, on organise les débats de manière organisée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être un lieu qui juge hâtivement les uns et les autres. Il n'y a pas ceux qui détruiraient la planète et puis ceux qui, au contraire, l'aideraient à survivre. On essaie de confronter, au contraire, des points de vue très différents. Il y aura à midi des chefs, des cuisiniers qui parleront aussi de comment la cuisine et comment manger évoluent. On pense qu'il y a un très grand appétit aujourd'hui dans l'opinion pour ces questionnements-là, et c'est ce qu'on a voulu organiser pour vous. Et je crois que les ateliers ont connu beaucoup de succès aujourd'hui, donc on saura rendre compte de tous ces questionnements, de tout ce bouillonnement aujourd'hui, à la fois sur les réseaux sociaux, dans nos journaux. On a déjà commencé à le faire toute la semaine. Voilà, c'est aussi une façon pour les journaux de retrouver et de conforter leur rôle de médiateur des territoires, mais j'aime pas le mot, mais en tout cas des médiateurs de l'opinion et des médiateurs de la réflexion. Voilà, donc bienvenue pour cette journée, j'espère que vous en profiterez et à très vite. Au revoir. Merci, d'autant plus... Oui, vous pouvez applaudir Patrick, merci. Vous le retrouverez d'autant plus vite qu'à 15h45 tout à l'heure, il participera à effectivement un débat sur quelle information voulons-nous, avec le directeur du Monde, entre autres. Et puis on va retrouver un autre passionné de Sud-Ouest, c'est lui qui le dit, un lecteur fidèle. Il est fidèle aussi au Pays Basque, c'est Bruno Le Maire. Il est aussi, paraît-il, ministre de l'économie et des finances. Je plaisante évidemment, c'est Bruno Le Maire. Il ne peut pas être là aujourd'hui, il nous a réservé un message spécialement pour cette journée. On le retrouve tout de suite. Bonjour à tous, je suis très heureux de participer aujourd'hui au colloque organisé autour de l'idée de progrès par le journal Sud-Ouest. Vous me permettrez d'abord d'avoir un mot personnel pour le journal Sud-Ouest que je lis chaque matin quand je suis chez moi à Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque, avec un grand plaisir. Un mot ensuite sur l'idée de progrès. Nous sortons aujourd'hui d'une crise économique qui a été la plus grave depuis 1929 en France.
Nous avons perdu plus de 8% en 2020 de produit national brut. Et nous avons réussi à protéger notre économie, protéger nos salariés. Et nous voyons bien maintenant que le monde redémarre vite, la croissance redémarre très vite, l'activité économique redémarre extrêmement rapidement. Et donc il faut nous poser cette question simple, où voulons-nous aller? À quoi sert ce progrès? Pour moi, la réponse est assez simple. Le progrès, c'est ce qui doit améliorer la vie des gens. C'est aussi simple que cela. Et pour ça, il faut s'interroger sur la croissance que nous voulons au lendemain de la crise économique et au lendemain de la crise du Covid. D'abord, est-ce qu'il faut de la croissance? Certains disent non, il faut maintenant de la décroissance. Je suis opposé à cette idée. Je considère que la décroissance, ça veut dire moins de déplacements, ça veut dire un niveau de vie moins agréable pour nos enfants et nos petits-enfants, ça veut dire des soins de moindre qualité pour nous-mêmes ou pour les générations qui vont venir. Ça veut dire moins de voyages, ça veut dire moins d'ouverture. Donc je suis opposé à cette idée de décroissance qui est à mon sens funeste pour la nation française, qui nous appauvrira et qui relèguera la France dans la scène internationale. La deuxième option, c'est de nous dire on va continuer à croître, mais dans le fond, sans nous demander si nous préservons les ressources de la planète, sans nous demander si tout cela est supportable sur le long terme. Je pense que cette idée de la croissance infinie, sans préserver les ressources de la planète, sans attention à la biodiversité, sans attention à la montée des inégalités, c'est une idée qui est morte. Elle n'existe plus après la crise du Covid, elle n'existe plus après la crise économique que nous venons de connaître. Et puis il y a une dernière voie, qui est celle à laquelle je crois, la voie du progrès précisément, qui est celle d'une croissance durable, d'une croissance verte, d'une croissance juste, où les fruits de la croissance sont équitablement répartis entre tous les citoyens. Et ça demande de prendre un certain nombre de décisions, de faire des choix politiques. La croissance verte, ça veut dire d'abord financer les innovations, financer les nouvelles technologies, pour que nous puissions continuer à nous déplacer, à nous loger, à nous nourrir, à nous vêtir correctement, sans abîmer la planète et en émettant moins de CO2. Ça va demander des nouvelles technologies comme l'hydrogène, ça va demander de nouvelles habitudes comportementales, ça va demander plus de sobriété dans nos déplacements et dans nos choix collectifs. Si nous voulons que cette croissance soit durable, ça veut dire aussi faire attention à toutes les autres nations qui n'ont pas nécessairement les mêmes qualités économiques, les mêmes capacités économiques que celles que nous avons. Et si nous voulons enfin que cette croissance soit solidaire, ça veut dire nous poser sans cesse la question de la lutte contre les inégalités. Au moment où la croissance va dépasser les 6% en France en 2020 probablement, où nous retrouvons des niveaux de croissance élevés, il faut nous assurer que chacun d'entre nous peut toucher les fruits de cette croissance. Et que ce n'est pas beaucoup pour un petit nombre et peu pour le reste des Français. Tout ce que nous faisons avec le président de la République, le gouvernement, sur le développement de l'intéressement, le développement de la participation, quand nous appelons un certain nombre de branches d'activité à augmenter les salaires, quand nous augmentons la prime d'activité, ça vise une seule chose, faire en sorte que les fruits de la croissance soient équitablement partagés entre les Français. Voilà ce qu'est pour moi le progrès. C'est une croissance qui respecte la planète, c'est une croissance à laquelle toutes les autres nations ont accès, et c'est une croissance solidaire où les produits de cette croissance sont équitablement répartis entre les citoyens. Alors croyez-moi, ça ne va pas tomber tout seul du ciel. Ce sera un combat, un vrai combat politique au sens le plus noble du terme. Mais ce combat, comme ministre de l'économie et des finances, je peux vous dire que je suis fermement décidé à le mener. Et que toutes les décisions que nous engageons depuis maintenant plusieurs années, sur la rémunération, sur la protection des Français pendant la crise, sur la mise en place d'un nouveau système fiscal international qui vise à mieux répartir justement les taxes et les impôts entre les grandes multinationales et les petites PME. C'est toujours animé par la même idée, une croissance durable, verte et solidaire. J'espère que les résultats des travaux de votre colloque permettront aussi d'alimenter notre réflexion. En tout cas, j'aurai toujours un grand plaisir à vous écouter, à vous lire et à partager avec vous les conclusions de ce colloque essentiel sur la question du progrès. Merci à tous.
Merci à Bruno Le Maire pour cette vidéo, il a vu personnalisée. Donc c'est un ami du Pays Basque qui n'est pas forcément de la décroissance, un sujet qui aurait pu faire un des débats aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir maintenant Vincent Kempf, s'il vous plaît, Monsieur Kempf, directement, tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes le directeur commercial du Crédit Agricole Aquitaine. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes un partenaire majeur de cette journée. Alors je suis désolé, on aurait pu chercher des nombres ou des chiffres pour le directeur commercial que vous êtes. J'ai 3 mots. On vous propose de réagir sur 3 mots. Solidarité, utilité, actualité. Est-ce que cela vous va ? Oui, alors déjà, je vous remercie de me faire parler après le ministre de l'économie et le ministre des tutelles aussi de la banque. Et c'est la première fois que ça m'arrive, donc je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil. Plus sérieusement, par rapport à la solidarité, je pense qu'on l'a tous vécu individuellement, collectivement, dans nos entreprises, nos organisations. Les 1 an et demi, 2 ans qui viennent de passer ont été des grands moments de solidarité où il a fallu à la fois être solidaire, ne serait-ce qu'autour de son environnement proche, mais aussi être solidaire et être en capacité d'accompagner au mieux face à un événement que personne ne connaissait finalement, ce qui était une crise sanitaire en tant que telle. Et je pense que le mot solidarité fait partie des marqueurs forts qu'on s'est peut-être réappropriés pour certains à l'aube de cette crise sanitaire. L'autre mot, c'est utilité. Alors, en tant que banquier, déjà, je trouve que l'utilité de la banque, de façon générale, à travers la crise sanitaire, est ressortie. On s'est aperçu que pour aller faire des courses, il fallait des moyens de paiement. Pour que les distributeurs puissent délivrer de l'argent, il fallait des hommes et des femmes qui s'engagent à aller les approvisionner. Il fallait tenir les agences bancaires. Donc l'utilité de la banque a été un peu réaffirmée ou est devenue encore plus visible pendant cette crise sanitaire. On a un deuxième trait, je pense, et là je vais reprendre ma casquette du Crédit Agricole d'Aquitaine, c'est qu'on est une banque régionale, on est une banque mutualiste avec une organisation coopérative et nous ne vivrions que si nous étions utiles à notre territoire. Et le mot utilité est un mot qu'on entend énormément quotidiennement dans les réunions, dans les stratégies, dans les actions qu'on mène au sein du Crédit Agricole d'Aquitaine. Alors nous, on a un mot chez les journalistes qui est usé et dont on abuse, c'est actualité. Je vous le donne en 3e mot. Écoutez, l'actualité, c'est déjà aujourd'hui, bien sûr, d'être partenaire des rencontres. Et je trouve, à titre personnel, quand j'écoutais les messages d'introduction, que ça fait du bien. Que ça fait du bien parce que, je ne sais pas à vous, mais en tout cas, moi j'ai vraiment eu le sentiment pendant ces 1 an et demi, 2 ans de retomber sur comment je gère l'actualité du jour, comment je fais en sorte que demain on puisse fonctionner normalement, on puisse se protéger. Bref, un horizon qui était très restreint à un temps court et une compréhension des événements du jour, mais pas une capacité forcément à se projeter très loin pendant cette période-là. Et je trouve qu'à la fois les rencontres, à la fois les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de nouveau nous projeter sur l'avenir, c'est de nouveau nous poser des questions sur le sens de nos vies, nos trajectoires, notre économie, notre territoire. Et ça fait du bien aujourd'hui. Et donc, je trouve que le Crédit Agricole d'Aquitaine, s'inscrire dans les rencontres du progrès et de nouveau projeter nos horizons, ça fait un bien fou. Écoutez, Vincent Kempf, merci. On va essayer de réaliser ce vœu toute la journée, de se faire du bien. Merci, on vous retrouvera tout au long de cette journée. En tout cas, on remercie évidemment tous les partenaires. On va faire un petit moment pour que les gens se répartissent, puisque vous avez 2 ateliers qui vont démarrer à 10h, avant qu'on lance avec Didier, qui va animer l'ensemble de ces débats aujourd'hui, les rencontres. Donc les gens qui sont sur les ateliers Créez votre maison du futur et qui sont sur l'atelier Masterclass qui s'appelle « Comment être un bon patron ?» et avec un patron qui est là, que je salue, il est au premier rang, Antoine Frérot, merci d'être avec nous. Vous avez donc rendez-vous et vous pourrez y aller dans les minutes qui viennent de chaque côté pour ceux qui sont déjà inscrits sur ces ateliers avec des confrères de la rédaction de Sud-Ouest qui vont pouvoir les animer. Tout de suite, en tout cas, on va démarrer, mon cher Didier, si on peut se retrouver sur cette scène, tous les deux. Mais... J'avais dit qu'il fallait prendre l'escalier. Merci Stéphane. Alors, quand il ne fait pas des gags pour monter sur scène, il est aussi très sérieux puisque oui, je suis assez sérieux. Didier, qu'on connaît bien, est le président des sites et du site français The Conversation. Et puis, il est en voisin puisqu'il y a un magnifique bâtiment en face qui s'appelle Cap Science, qu'on invite tout le monde à aller voir et surtout profiter des expos qui sont souvent, même toujours, magnifiques. Et vous en êtes le président. En effet. Sur ce premier débat, dont vous allez me rappeler l'intitulé, puis je vais présenter nos invités. C'est quel espace, à quoi ressemblera la nouvelle Aquitaine de nos enfants et de nos petits-enfants. On va parler de l'espace, on ne va pas parler de territoire, mais on va parler de l'espace qu'on va laisser ou qu'on va proposer à nos petits-enfants.
Alors justement, enfants et petits-enfants, c'est Aquitaine qu'on va leur laisser, c'est pas le hasard. Tu vas avoir parmi tes invités 2 étudiantes de Sciences Po Bordeaux, donc forcément des jeunes personnes qui connaissent cette région, et puis d'autres jeunes personnes, Jeanne Dachary-Bernard qui va pouvoir nous rejoindre. Jeanne Dachary-Bernard, vous êtes économiste, spécialiste du trait de côte. Attention à la marche, parce qu'on vous a montré que ça pouvait être dangereux. À côté de nous. Elle est pourtant moins mouvante que le trait de côte que vous connaissez bien. Olivier Laval, Olivier, que j'ai vu aussi tout à l'heure, qui est un ingénieur, bonjour Olivier, de formation, docteur en mathématiques, j'aime bien rappeler, et informatique, enseignant-chercheur. Surtout, on vous connaît comme directeur de Sciences Agro et président chez nous ici, en Nouvelle-Aquitaine, de l'INRAE. Et puis Sylvain Delzon, qui nous rejoint. Bonjour, écophysiologiste. Vous êtes reconnu internationalement pour travailler particulièrement sur la recherche sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. J'en ai une moins bonne, mais il a déjà commencé à sévir. C'est que vous allez devoir supporter pendant ces débats les dessins de Urbs, mesdames et messieurs, que vous connaissez, quel dessinateur attitré On s'en réjouit. de Sud-Ouest. Moi, je trouve qu'on s'en réjouit parce On s'en réjouit, on est à Sud-Ouest et donc ça fait partie de Sud-Ouest d'avoir Urbs avec nous. Très bien. Et donc, tous ces événements aujourd'hui sont tweetés, suivis par la rédaction sur sudouest.fr. Évidemment, vous avez déjà tous l'application, on en est sûr. Et j'en profite pour glisser un petit mot pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Passez sur le mode silencieux de vos téléphones, si vous voulez bien, puisque ces conférences vont être captées. Pour ceux qui voudraient les revoir ou dire aux copains, aux amis, ah, c'était très sympa, tu peux le retrouver. Ça sera à partir de dimanche sur sudouest.fr, évidemment dans le journal demain, mais dimanche, tout le contenu sera en ligne sur le site. Et puis au fur et à mesure de la journée, vous allez avoir les meilleurs moments qui seront mis en ligne. Voilà, je vous laisse avec les premiers invités de ce premier débat. Et puis, je vous invite, pour les gens inscrits aux ateliers, évidemment, c'est le choix du moment à vous répartir on va demander dans les à nos salles. amis Merci beaucoup. À de tout de suite. monter sur scène. Bon Merci. débat, Didier. Merci beaucoup, Stéphane. Si vous voulez bien vous mettre là, quels sont vos prénoms? On va vous présenter par vos prénoms. Audrey et Audrey Ludivine. Eh bien, écoutez, pour ce débat, on va laisser... On va laisser un peu de temps aux gens qui regagnent les ateliers. Voilà. Pour ce débat, on va, si vous en êtes d'accord, partir de la côte vers la forêt, vers l'agriculture. C'est-à-dire on va essayer de se projeter sur l'espace néo-aquitain de demain et avec ses menaces, ses développements et ses solutions. Et donc, je crois que on va commencer par vous. Je vais vous donner un micro, je vais vous l'allumer, voilà. On va commencer par vos questions, vous prenez un micro sur le trait de côte et ce qui va en advenir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout va bien. Parfait. Alors, comme première question, il me semble que le littoral aquitain fait plus de 720 km si on compte les îles de la région aquitaine. On sait qu'il y a beaucoup de résidents permanents. On sait qu'il y a également beaucoup de touristes qui viennent l'été sur le bassin d'Arcachon, sur les plages landaises. Et on sait également qu'avec le changement climatique, il y a un risque de montée des eaux qui est maintenant certain. Est-ce que cela pourrait conduire à la destruction de certains habitats? Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que ça va avoir comme conséquence en termes de quantité de centimètres d'eau en plus? Et si on peut s'attendre justement à la disparition de certaines villes sur le littoral de notre région? Alors Vous le mettez là. Ouais, donc effectivement, moi je suis économiste. Spécialisée sur les problématiques d'aménagement et de gestion des risques sur le littoral. Alors j'ai connaissance évidemment de tous ces chiffres en lien avec les enjeux du changement climatique sur ces espaces littoraux. Et je suis plus particulièrement effectivement intéressée sur la manière dont cela peut avoir des impacts sur la société, sur la manière dont nos activités vont devoir se réorganiser sur le territoire. Quand je parle de nos activités, c'est des activités économiques, les activités résidentielles, là où on habite, les commerces, etc. Donc oui, le littoral aquitain, c'est même jusqu'à 900 km de côte, qui sont pour un quart d'entre elles exposées au risque d'érosion.
Alors on a l'élévation du niveau de la mer qui est un des effets du changement climatique qui va évidemment aggraver, on va dire, les aléas que connaissent depuis longtemps nos côtes aquitaines. Et il y a également d'autres phénomènes, une augmentation du rythme des tempêtes, etc., qui vont avoir des incidences sur ces aléas. En parallèle, il se trouve que ces littoraux c'est pas seulement qu'on a un long linéaire de côtes, c'est qu'on a également de plus en plus d'habitations et d'activités sur ces côtes. On a une augmentation de la population importante. On attend pour 2050 une augmentation de plus de 700 000 habitants sur la côte aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, à peu près, des chiffres de l'INSEE. Donc cela veut dire qu'on a finalement un littoral qui est de plus en plus vulnérable. On a des aléas d'érosion sableuse, érosion rocheuse pour la côte basque et de submersion effectivement pour la Charente-Maritime et le bassin d'Arcachon. Et donc les chiffres dont vous parliez pour la submersion, on a à peu près une augmentation de 3 mm d'élévation du niveau de la mer par an. À l'échelle globale de la planète, on attend en 2100 jusqu'à les chiffres selon les scénarios les plus menaçants, les plus importants, on irait jusqu'à 1,50 m d'augmentation du niveau de la mer à l'échelle globale de la planète, donc avec une distribution évidemment tout à fait différenciée selon les zones de la planète, etc. Et à l'échelle française, c'est la même chose. La distribution du risque se fait de toute façon de manière très différenciée. Sur le risque, concernant le risque érosion en particulier, le Sud-Ouest se faisait ce matin le relais d'une aide que la commune de Lacanau allait recevoir justement dans le cas de la gestion du risque érosion, on pourra y revenir. Donc c'est particulièrement d'actualité. On a à peu près 50 mètres de recul attendu du trait de côte sur la côte sableuse pour 2050 et 27 mètres sur la côte rocheuse. Donc vous voyez, alors évidemment ce sont des chiffres moyens, les Landes, la Gironde ne sont pas impactés de la même manière par ce risque érosion sableuse, il y a des zones un peu différentes et il faut donc effectivement réfléchir à la manière de continuer à protéger les activités ou pas. Alors justement, vous avez une autre question sur le littoral ? Oui, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de personnes qui s'installent en Nouvelle-Aquitaine, ce qui crée une pression immobilière assez forte sur notre littoral, malgré la loi littorale, il me semble, 2005. Donc comment pourrons-nous concrètement protéger ce littoral de l'artificialisation des sols ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse ? Alors, c'est une question qui finalement est très large. Alors, cette question de l'artificialisation des sols et de la protection des espaces finalement face à l'urbanisation galopante, c'est un problème qui touche l'ensemble du territoire métropolitain et les littoraux également. Mais c'est vrai que vous avez fait référence à la loi littorale. Il y a quand même notre littoral aquitain a connu quand même depuis longtemps un développement relativement protecteur des espaces de nature, une forêt qui est présente et a joué aussi finalement naturellement un rôle de protection aussi. La question qui se pose, je pense, c'est pour là où on a des stations balnéaires de plus en plus prisées. Généralement, on a les maires des communes. Alors, on est vraiment sur un système de gouvernance multi-échelle relativement complexe, c'est-à-dire qu'on a des lois au niveau national, des réglementations au niveau national, au niveau régional et au niveau local. Des acteurs publics qui doivent prendre des mesures, tout ça évidemment en cohérence avec l'ensemble des mesures d'action publique qui se déroulent sur le territoire, tout en cherchant à satisfaire la population qui veut s'installer, et évidemment en continuant à accepter des touristes, des résidents, parce que c'est ce qui crée aussi une richesse locale, un développement économique, etc. Alors comment ? Je dirais que c'est en continuant à protéger des espaces de nature et certainement en mobilisant beaucoup plus frontalement, explicitement et vraiment les populations locales.
On est beaucoup à parler de démocratie participative, de concertation, et c'est vrai, depuis plusieurs années, mais il me semble qu'on est encore sur des schémas d'action publique relativement classiques et qui méritent de véritablement apprendre à s'approprier cette voix locale qui souvent aussi est une expertise profane, une connaissance du territoire par les habitants, et qui mérite d'être prise en compte. Alors, avant de de rentrer un peu plus dans l'espace aquitain, je voulais savoir si nos autres participants avaient des suggestions et des solutions pour essayer de limiter les menaces sur le trait de côte. Est-ce qu'il y a, par exemple, au niveau des forêts ou au niveau agricole, des moyens, outre ceux que vous avez évoqués, pour essayer de maintenir une côte à peu près plus stable? Je pense que c'est plutôt pour moi, Olivier. Oui. Donc si on regarde la forêt de Gironde, on a la forêt qu'on appelle de plateau, la forêt landaise, qui est plantée, et puis on a la forêt sur le littoral qui sert à fixer la dune. Donc cette forêt, bien sûr, joue un rôle primordial. C'est son objectif premier. Donc il faut bien sûr la maintenir. C'est le travail de l'Office national des forêts, qui en parlerait beaucoup mieux que moi, je pense, qui maintiennent en fait ce littoral. On va dire que la difficulté actuelle, c'est qu'il y a l'arrivée de nouvelles espèces, une sorte de réchauffement qui induit que certaines espèces méditerranéennes remontent le long du littoral. Donc je pense au chêne vert par exemple, qui est une espèce qui était très peu présente il y a quelques années et qui maintenant est une espèce dominante. Si au nord du bassin d'Arcachon jusqu'à Nantes, on constate que c'est l'espèce qui va dominer cette forêt littorale, donc sur le cordon dunaire, les 3 types de dunes. Donc il faut étudier bien sûr l'impact que ça a, ce remplacement d'espèces par une nouvelle espèce sur la fixation de la dune. Ça fixe moins bien que les pins ? Non, on n'a pas de résultat à ce niveau-là. Sans doute pas, mais je ne peux pas donner de réponse puisqu'il n'y a pas eu d'études à l'heure actuelle. Pour le moment, ce qui a été réalisé, c'est plutôt de quantifier la vitesse de propagation de cette espèce et quels sont les impacts pour les espèces natives. Donc je pense le pin n'est pas remplacé puisque lui, il est soit planté sur le plateau, soit il est semé sur la dune. Donc il y a bien sûr un ensemencement naturel, mais il y a une aide à l'ensemencement. Mais par contre, les espèces qui sont plutôt impactées, c'est le chêne pédonculé, qui est une espèce native qui, elle, tolère moins la chaleur, la sécheresse, alors que le chêne vert, lui, est une bête de compétition pour ça. Donc on voit qu'il y a un recul du chêne pédonculé et une avancée du chêne vert. Alors ça a un impact sur, bien sûr, la biodiversité locale, positif ou négatif. Toutes ces études sont en train d'être réalisées. Et puis ça aura un impact bien sûr sur sans doute la fixation de la dune, puisque ce sont des arbres qui ont peut-être un système racinaire plus profond, mais qui ont une stature un peu plus basse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la forêt ? Oui, vous avez répondu en partie à ma question sur la façon dont le réchauffement climatique affectera notre très grande forêt, la première forêt de France. Donc, si on prend, plus particulièrement, quels seront d'autres impacts qu'auront le réchauffement des températures sur la biodiversité locale dans nos forêts en Nouvelle-Aquitaine? Oui, alors c'est une question très très large. Donc le changement climatique impacte clairement les organismes sessiles comme les arbres. Donc les arbres ont du mal à se déplacer en tant qu'individus. Par contre, les forêts se déplacent, ce qu'on appelle la migration. Elles se déplacent via les graines, via le pollen, ce qu'on appelle l'introgression. Donc il y a du pollen qui peut migrer à plusieurs centaines de kilomètres, des graines qui peuvent migrer à quelques kilomètres. Par exemple par le déplacement, par le vent, par les oiseaux. Le jet des chênes est emblématique dans notre région à ce niveau-là. Donc le changement climatique va induire 3 types de réponses pour les forêts. Et ces 3 types de réponses s'appliquent pour la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Alors on peut différencier la forêt du plateau landais, la forêt landaise, puis toutes les autres forêts de feuillus ou de résineux qui sont de montagne, de basse montagne ou de milieux plus rural, notamment dans le Lot-et-Garonne, etc. Donc la première réponse, c'est une migration.
Donc certaines espèces remontent vers le nord à un rythme qui est de l'ordre de peut-être 50 mètres à 100 mètres par an selon les espèces. Et bien sûr, nous n'avons pas une étude exhaustive pour toutes les espèces. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une extinction locale. Donc c'est des populations qui disparaissent. Souvent, ce sont des populations qui se trouvent en limite sud d'aire de répartition. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'exemple du chêne pédonculé que je viens de donner. Donc c'est une espèce qui... son aire de répartition, c'est toute l'Europe. En Scandinavie, cette espèce prolifère plutôt, entre guillemets. Et dans le sud-ouest, au contraire, on s'attend plutôt à une extinction locale, à un recul des populations, une contraction des populations qui pourrait, dans certaines localités, l'amener à disparaître. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans la forêt domaniale d'Ourtin, où il y a une réserve naturelle de 5000 hectares, où le chêne pédonculé a reculé énormément au cours des 4 dernières décennies. Et enfin, la dernière réponse, je la garde pour la fin parce que c'est la plus optimiste, c'est l'adaptation qui permettrait à ces populations de perdurer sur place. Donc les arbres, en fait, sont des organismes sessiles qui ont une diversité génétique extrêmement importante, beaucoup plus grande que chez l'homme, qui fait qu'ils peuvent s'adapter très très rapidement à des changements environnementaux via 2 mécanismes, donc la diversité génétique au sein d'une communauté, au sein d'une espèce, et également via la plasticité, c'est-à-dire la capacité d'un organisme à répondre à un changement environnemental. C'est ce que l'on étudie dans mon laboratoire en quantifiant par exemple la date d'apparition des feuilles, qui est un marqueur du climat. Plus il fait chaud, plus les feuilles apparaissent tôt. On a vu un exemple assez criant cette année avec un mois de février très très chaud, et puis finalement un gel tardif au mois d'avril qui a impacté fortement la productivité. Et un dernier mot peut-être sur les événements extrêmes comme les sécheresses qui, elles, vont avoir un impact clair sur la mortalité des individus. Chez le pin maritime, on ne voit pas de mortalité apparente. Les années sèches, on constate une diminution de la productivité, mais on ne voit pas de mortalité, alors que pour d'autres espèces comme le chêne, le hêtre, on constate de la mortalité, notamment l'été 2020, où on a constaté pas mal de poches de mortalité assez importantes. Alors, juste, je voudrais quand même revenir à mon obsession du départ, c'est-à-dire essayer de tracer l'espace. Quel espace, on va dire, je parle sous votre contrôle, dans 50 ans, par exemple. Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut déjà, les uns et les autres, est-ce que vous pouvez déjà vous projeter à ces horizons-là? Par exemple, en termes de trait de côte, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou nous partager comme hypothèse sur, dans 50 ans, à quoi ressemblera cet espace? Il y a des hypothèses, je sais bien, mais bon. Alors oui, alors du coup, ça fait suite aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure, hein, de recul de 50 mètres sur la côte sableuse. Oui, mais ce n'est pas partout pareil, c'est ça. Alors ce ne sera pas partout pareil. Là où effectivement ça pose question, c'est là où effectivement il y a des personnes, il y a des gens, des activités. Et là se pose la question, encore une fois, jusqu'à présent, la mise en place on s'est protégé de tous ces risques du littoral avec le développement d'infrastructures, de construction de digues, d'infrastructures grises, comme on les appelle. Et on est aujourd'hui dans une nouvelle ère, un nouveau paradigme où on se rend compte que ces digues-là sont utiles, mais ne sont pas suffisantes et qu'il faut réfléchir autrement. Notamment être plus en phase aussi avec la nature. Et donc on a aussi des problématiques d'adaptation de nos littoraux et en particulier d'adaptation de nos activités sur le territoire. Et l'une d'entre elles, une stratégie d'adaptation qui serait la plus extrême, on va dire, la plus forte, serait ce qu'on appelle la relocalisation résidentielle ou le repli stratégique qui consisterait sur des stations balnéaires. Je citais Lacanau tout à l'heure, par exemple. C'est une des premières communes aquitaines à avoir évoqué ce sujet parce qu'elle est extrêmement exposée au risque d'érosion. C'est se poser la question de est-ce qu'on déplace une partie des activités, une partie des biens immobiliers et des commerces. Donc c'est évidemment un gros enjeu, on l'imagine tous. Et donc 2050, c'est essayer de réfléchir sur comment serait à ce moment-là ce territoire. Si on déplace une partie de ces activités, déjà, qu'est-ce qu'on fait des zones qu'on a délaissées ? On en fait du coup des zones qui sont beaucoup plus, qui sont rendues à la nature d'une certaine manière, hein,
Donc des zones de compensation écologique, on replante, on relaisse la mer prendre sa place, mais quid des plages, des activités récréatives sur les plages? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on fait de ces activités que l'on déplace? Où est-ce qu'on les met? Donc où est-ce qu'on va trouver un foncier disponible permettant de reconstruire et de réinstaller ces commerces? Voilà. La forêt a toute sa place, donc on ne va pas construire sur la forêt. Les espaces agricoles, c'est de la même façon. Donc est-ce qu'on est sur une logique de densification? Comment? Voilà, donc on n'a pas de réponse toute faite sur finalement le profil des territoires en 2050. Chaque territoire sera effectivement à devoir construire sa propre histoire, mais je pense qu'il va falloir être de plus en plus dans une ouverture, je parlais de changement de paradigme, c'est vraiment ça. Une nouvelle façon d'accepter de voir les choses pour se projeter à l'avenir. Et on a tous un rôle là-dedans, puisque c'est nous qui, aujourd'hui, achetons des appartements, des maisons en bord de mer, voulons aller passer nos vacances en bord de mer. Et il n'y a pas de raison que ça puisse s'arrêter, mais il faut réfléchir à comment pouvoir continuer à se satisfaire de cela et en même temps garder un territoire relativement sain et propre d'un point de vue écologique, quoi. Alors, certains d'entre vous ont certainement entendu parler de ça, mais en Gironde, on a déjà eu des migrations de villages. C'est-à-dire le long de la Garonne, par exemple. Moi, je vis dans un village, le Pian-sur-Garonne, qui avait une partie basse au bord de la Garonne, qui, à force d'être inondé chaque année, un jour, les gens ont dit on va monter sur le coteau et on va remettre une église, etc. Et donc, au XIXe siècle, ils sont remontés sur le coteau. Donc, c'est ce que vous nous dites, il y a une possibilité de migration immobilière, il y a de nouvelles digues, il y a de nouvelles pratiques. On continue, à moins que vous ayez d'autres questions à poser sur la forêt. Oui, je pense Allez-y. à une question maintenant. Il existe un paradoxe très fort actuellement entre à la fois l'exigence de protéger la forêt par rapport aux activités humaines et donc peut-être de moins y aller ou d'y aller de manière plus respectueuse, et en même temps la volonté de remettre la nature, entre gros guillemets, au centre de notre vie humaine avec la prise de conscience, les prises de conscience écologiques. Donc, comment réussir à concilier ces deux idéaux de protection et d'importance de la nature renouvelée? C'est une question vaste. Alors je pense qu'il ne faut pas du tout s'interdire d'aller en forêt, il faut continuer à y aller. Donc je pense que se promener en forêt ne perturbe pas plus que ça le fonctionnement de l'écosystème, notamment si on se trouve à Bordeaux et qu'on a à peu près 900 000 hectares de pinèdes autour et de feuillus sur l'autre rive. Donc là, je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'aller en forêt. Par contre, il y a peut-être des méthodes de gestion qu'il faut adapter, et notamment, on a écrit une tribune dans Le Monde il y a 1 an maintenant, où on appelait, dans le cadre du plan de relance du gouvernement, à augmenter la diversification des forêts. Alors bien sûr, là, il y a une sorte de compromis à avoir. La monoculture de pins maritimes est à l'autre extrême, c'est-à-dire qu'elle est facile à exploiter, puisque c'est une monoculture, une ligniculture, où tous les peuplements ont le même âge. On appelle ça écuyen. Donc l'exploitation est relativement facile. Ce modèle-là, c'est peut-être pas le modèle qui a la plus grande résilience en termes de réponse à des variations environnementales. Et une diversification en fait des forêts au sens large pourrait permettre d'adapter ces écosystèmes à un climat changeant, un climat plus chaud, un climat plus sec. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce n'est pas vraiment ne plus aller en forêt, mais c'est peut-être changer la gestion forestière ou améliorer cette gestion forestière. Alors je ne dis pas que dans les Landes, il faut changer la monoculture et arrêter les coupes rases, mais peut-être que ce modèle-là, ne faudra pas trop l'exporter dans d'autres massifs forestiers. Voilà. D'accord. On entend d'ailleurs, vous voulez intervenir là-dessus, Olivier Laviane ? Parce qu'on entend cette monoculture intensive, elle est vraiment intensive, c'est-à-dire que pas très loin, on entend parler de glyphosate dans la forêt pour permettre aux pins de pousser plus vite. Donc c'est quand même, il y a des aspects un peu négatifs là-dessus. Alors le glyphosate dans la forêt, moi j'en vois pas beaucoup. Tant mieux. Non. J'ai pas, à ma connaissance, il y a très très peu de... Je vais plutôt prendre le contre-pied. La forêt est un modèle pour l'agriculture.
en ce sens que la forêt est un réservoir de biodiversité, est un réservoir de carbone au niveau du sol. Oui, ça c'est sûr. Et donc, c'est sûr. s'il y a des excès au niveau de la forêt, je pense qu'ils sont minimes par rapport aux grandes cultures et que les grandes cultures peuvent s'inspirer de la forêt. C'est ce qu'on voit notamment maintenant avec la nouvelle PAC qui va être mise en place, et je pense que je vais laisser la parole à mon voisin, mais qui recommande d'avoir une couverture végétale permanente, d'augmenter le stock de carbone organique au niveau des sols, etc. etc. Donc, je ne suis pas très inquiet s'il y a eu 2-3 utilisations de glyphosate dans la forêt, mais bon, à ma connaissance, ça n'existe pas beaucoup. D'accord, très bien. Non, juste une remarque en marge. Vous connaissez le projet Oriseo, qui consiste à aller mettre des panneaux photovoltaïques sur 1000 hectares de forêt, par exemple. Oui, tout le monde connaît ce projet les débats, à Cestas. Oui, et ça illustre complètement la complexité, de toute façon, de tous ces enjeux. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est à se poser la question, effectivement, de dire, est-ce qu'il faut, et on va se la poser d'ailleurs, nous, on propose de se la poser avec la région Nouvelle-Aquitaine, de dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, enlever de la forêt des Landes, notamment pour le remplacer par des champs de panneaux photovoltaïques, il faudra que le bilan soit bien connu et bien maîtrisé à la fin. Et donc, on a besoin, effectivement, alors la forêt, je suis complètement d'accord avec Sylvain, pour le coup, la forêt aujourd'hui, elle est enfin on est toujours d'accord, la forêt est effectivement un bienfait, et même la forêt des Landes sur le piégeage du carbone, et c'est pour le coup un vrai intérêt que de la préserver, y compris dans son modèle actuel. Parce qu'il y a un modèle économique derrière. Par contre, il ne faut pas s'empêcher d'accompagner les transitions, d'accompagner sur des meilleures techniques sylvicoles qui font qu'effectivement, on est en capacité à la fois d'avoir une forêt plus respectueuse de l'environnement, tout en maintenant cette filière économique qui est très importante pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous gardez le micro, Olivier Lavial, parce que je pense qu'on a des questions pour vous sur l'agriculture. Oui, tout à fait. Déjà, personnellement, quand on me dit Bordeaux, Médoc, Saint-Émilion, je vais penser vin, je vais penser vignoble. Est-ce que vous savez, par rapport au changement climatique, on sait qu'il va y avoir une hausse des températures, on sait que ça peut impacter l'agriculture assez fortement, les vignobles notamment, et dans la région Aquitaine, c'est quand même quelque chose de très présent. Est-ce que vous savez si ces changements de température vont impacter négativement nos vignobles, s'il va falloir changer tant notre agriculture, les cépages, comment ça va se passer un petit peu ? Alors, on peut d'ailleurs ne pas parler au futur. Le changement climatique, l'évolution impacte déjà. Cette année là, est très révélatrice, de plus en plus d'accidents climatiques qui font qu'aujourd'hui, effectivement, la viticulture finalement est fragilisée par ces impacts. Alors, il se trouve que effectivement la filière en général et INRAE, par exemple, en particulier, travaillent ensemble sur l'adaptation au changement climatique des vignobles, avec plusieurs scénarios là-dessus, avec aussi plusieurs angles d'attaque, c'est-à-dire qu'on travaille effectivement sur la sélection de nouvelles variétés qui sont en capacité éventuellement... toute la problématique, par exemple, c'est que si on veut développer des nouvelles variétés adaptées au changement climatique dans la région de Bordeaux, faut-il encore obtenir des vins qui ont une typicité qui permet de garder l'image des Bordeaux ? Ce qui est pas simple, parce que sinon, il suffit d'importer éventuellement des cépages qui sont plus adaptés à des climats plus secs, mais à ce moment-là, on perd un petit peu la typicité et ça change tout. Mais pour le coup, les scénarios d'évolution de la vigne vont jusqu'à éventuellement un scénario nomade qui consisterait à dire que la vigne aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de bassins de production et que potentiellement demain, les bassins de production vont se déplacer vers le nord. Et donc, on est sur, notamment pour la Nouvelle-Aquitaine, sur des vrais enjeux économiques très importants, effectivement. Et pour le coup, donc, un certain nombre d'actions pour essayer à la fois, alors, globalement, de limiter l'impact du changement climatique, mais aussi de s'adapter avec de nouvelles variétés, avec de nouvelles pratiques, etc. Les nouvelles pratiques, vous pouvez nous en dire quelque chose quand même, parce que oui. Puisqu'on parle d'espace et de paysage, ça va impacter quand même beaucoup ce qui nous entoure, la manière de cultiver les vignes.
et Oui, nouvelles alors, pratiques oui, culturales. alors les nouvelles pratiques culturelles, alors finalement Sylvain pourrait en parler aussi bien que moi, même, enfin beaucoup mieux que moi d'ailleurs là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, de manière générale, il faut privilégier les couverts végétaux. Pour plein de raisons, pour des raisons de biodiversité, pour des raisons de captage, de piégeage du carbone, pour des raisons diverses et variées. On sait très bien qu'effectivement, il y a un certain nombre de pratiques. Alors, les pratiques dont je parlais, d'ailleurs, elles sont à la vigne, elles sont aussi œnologiques, parce qu'aujourd'hui, on produit des vins qui sont plutôt riches en alcool, qui ont tendance finalement à être impactés en termes de qualité, et on travaille aussi sur ces aspects œnologiques pour ensuite que le produit final puisse s'adapter. Mais voilà, donc sur les aspects agronomiques, je peux passer la parole à Sylvain, parce que ça dépasse d'ailleurs la vigne, et il y a un certain nombre de pratiques agricoles, effectivement, qui vont nous permettre, dans les années qui viennent, de réduire l'impact, les externalités négatives de l'agriculture, finalement, et au contraire d'en produire des positives. Sylvain Dalzon. Oui, merci. Donc, je voudrais juste faire un petit peu peur, puisque cette année, ça sera une année où la production sera beaucoup plus faible que la consommation annuelle. Donc, gardez bien vos bouteilles, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc voilà, ça c'est à l'échelle de la France. Donc ça, pour adapter donc, la viticulture au changement climatique, je ne suis pas un spécialiste de la viticulture, mais comme je travaille sur le stress hydrique, je collabore avec plusieurs laboratoires qui travaillent donc, sur les différents cépages, les différentes espèces, même hybrides, etc., qui peuvent être mises en place. Bon, premièrement, il faut savoir que dans le monde, il y a énormément de vignobles qui produisent du vin dans des milieux beaucoup plus secs que le bordelais. Si on regarde aussi au cours des 30 dernières années, les années les plus sèches ne sont clairement pas les années les plus mauvaises. Donc il y a une marge de manœuvre encore pour les cépages bordelais, les quelques cépages bordelais. Et donc ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y a une marge de sécurité au niveau du stress hydrique qui est encore assez important pour tous ces cépages dans le bordelais. C'est-à-dire que, si je prends le Cabernet Sauvignon, il n'est pas en limite de rupture à l'heure actuelle. Sachant qu'à Bordeaux, on n'irrigue pas. En Californie, ils irriguent. Donc il y a plein de leviers à discuter. Je ne dis pas qu'il faut absolument irriguer, je dis qu'il y a plein d'options possibles à discuter. Mais pour le moment, les cépages bordelais ne sont pas en limite de rupture vis-à-vis de la sécheresse. Il y a d'autres problèmes avec le changement climatique, notamment, là je parle de productivité, de produire de la baie, et je ne suis pas du tout spécialiste de la qualité. Et là par contre, le changement climatique aura un impact sur la qualité. Mais là, il faut demander à des spécialistes. Voilà. C'est intéressant parce que je ne sais pas si vous avez cette impression, mais dans tout ce que vous nous dites, vous parlez beaucoup de migration, de mobilité, c'est-à-dire on a un paysage là déjà, tel que vous nous le présentez, qui va bouger, qui va se modifier en bougeant. Alors vous avez d'autres questions sur les pratiques agricoles ? Notamment l'élevage, j'ai une question. Les impacts négatifs sur l'environnement de l'élevage ne sont plus approuvés. Il me paraît essentiel de repenser de l'élevage sur l'environnement. Il me paraît essentiel de repenser notre manière de produire et consommer la viande. À titre individuel, je suis végétarienne, mais l'élevage occupe une part conséquente de nos activités agricoles en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ne faudrait-il pas le repenser ? Et si oui, est-ce que vous avez des éléments à apporter, et notamment l'élevage intensif dans notre région ? Oui, alors, quelques remarques là-dessus. D'abord, enfin, quand on regarde la problématique, notamment de l'alimentation carnée, on peut la voir d'ailleurs d'un point de vue très très global, voire international, d'abord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que, effectivement, les pays industrialisés ont plutôt tendance à avoir des régimes très, voire trop, effectivement, à base de viande. Alors, je ne suis pas végétarien, moi, pas du tout, mais voilà. Et la question qui se pose dans les années futures, c'est le rattrapage notamment des pays émergents qui dans le modèle, vont également aller sur ces modèles plus protéiques, plus protéines animales. Et donc, une vraie
une vraie difficulté parce que va se poser des problèmes de sécurité alimentaire de manière globale, hein, si effectivement les besoins alimentaires augmentent durablement comme ça. Donc effectivement, il y a une tendance, mais qui a commencé, hein, de baisse déjà sur l'alimentation, hein, effectivement de baisse de la part animale. Ce qu'il faut mesurer quand même, c'est qu'en termes d'apport au niveau de l'agriculture, l'élevage, c'est quand même de grandes surfaces qui sont maintenues finalement, hein, de grandes surfaces avec des services environnementaux importants réalisés par l'élevage. Et donc, il y a une réponse qui est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'on sait très bien effectivement que l'élevage intensif, on peut en discuter. Par contre, l'élevage extensif est plutôt un élevage qui apporte notamment, qui a beaucoup d'intérêt au niveau des paysages, avec alors clairement l'idée que, par exemple, il vaut mieux avoir un élevage, par exemple dans le Limousin, on est sur de l'élevage extensif, si on est un peu plus sur des notions de pâturage plutôt que de fauchage, ben c'est plutôt bien parce que ça évite, en plus les prairies sont des pièges à carbone également, hein, c'est-à-dire que là si on fait tout ça intelligemment, on peut faire finalement des pratiques d'élevage et de la transformation et de la transition sur les pratiques d'élevage, finalement des leviers pour limiter aussi le changement climatique. Voilà. N'en reste pas moins qu'effectivement, c'est un secret pour personne, c'est bien effectivement plutôt l'élevage qui est effectivement un des types de production en agriculture qui pose le plus de problèmes en termes d'externalités négatives. Et donc sans doute faut-il se questionner sur la notion d'intensivité de l'élevage, effectivement. Justement, laissez-moi vous relancer là-dessus, comment est-ce qu'on passe d'un modèle d'élevage intensif, c'est-à-dire pas en général, mais pour des éleveurs particuliers, c'est-à-dire un éleveur particulier qui travaille en intensif, comment est-ce qu'il peut changer, lui, concrètement? Mais oui, alors, avec votre aide, peut-être. Non, mais cette question, on peut la généraliser d'ailleurs, oui, hein, sur tout type de production, c'est-à-dire comment accompagner les transitions pour les agriculteurs. On sait très bien que le changement de paradigme de l'agriculture, le fait de dire, par exemple, on va relocaliser l'agriculture, on va la démondialiser, on va faire aller sur des circuits de proximité, on va changer nos pratiques. Tout cela, actuellement, la question qui se pose, c'est oui, mais au final, le revenu de l'agriculteur. Comment l'agriculteur, qui est souvent montré du doigt comme finalement un pollueur, comment est-ce qu'il est accompagné pour pouvoir effectivement arriver à maintenir son niveau de vie, soit plutôt à l'augmenter d'ailleurs, tout en étant sur une activité qui permette à la fois de dégager des revenus et pas d'être complètement une activité trop lourde, parce que ça demande des efforts. Donc on a une vraie responsabilité, effectivement. Alors, INRAE, mais l'ensemble des filières, l'ensemble des les structures coopératives aussi, par exemple, enfin l'ensemble du monde agricole a besoin, effectivement, sans doute à travers aussi des démarches de territoire, des démarches participatives, d'emmener tout le monde vers des pratiques plus vertueuses. On ne passe pas directement d'un système hyper intensif à un système hyper extensif. C'est évident. De toute façon, ce ne sont pas les mêmes acteurs, en plus. Donc on a une vraie réflexion à avoir là-dessus, et l'enjeu de toute façon de l'agriculture pour passer sur une agriculture effectivement plus respectueuse de l'environnement, c'est justement l'équilibre entre actuellement des cultures très exportatrices et qui donnent une puissance exportatrice à la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a quand même ça aussi, hein, et une agriculture relocalisée, reterritorialisée. La vérité, d'ailleurs, est pas forcément si simple que ça, hein. Doit-on aujourd'hui passer sur une agriculture hyper localisée ? Faut-il, par exemple, pour nourrir la métropole bordelaise, arracher toutes les vignes et faire du maraîchage autour de Bordeaux ? Vous voyez bien qu'on ne peut pas répondre oui à cette question. Donc, clairement, de manière générale, effectivement, et c'est une bonne partie alors là je vais faire un peu de publicité pour mon institution, mais INRAE, qui a été créé en 2020 par fusion de l'INRA et d'IRSTEA, c'est maintenant l'Institut national de recherche en alimentation, agriculture, alimentation et environnement. Et un des principaux mots d'ordre et une des principales lignes directrices d'INRAE, c'est d'accompagner
effectivement les filières agricoles sur cette transition. Mais cette transition, elle ne fait pas du jour au lendemain, et on a un pas de temps qui est bien plus important sur une transition comme ça que ce que réclamerait la demande sociétale. Voilà. Donc effectivement, la question de l'élevage est une question importante aujourd'hui. Clairement, on ne la résoudra pas la semaine prochaine. Oui, ça m'intéressait d'avoir votre vision là-dessus, sur cette transition. Rajouter au propos d'Olivier que si on s'intéresse à la viande, alors vous vous intéressez pas, mais par le questionnement, à la protéine. Si on prend un petit peu, si on fait une enquête un petit peu objective sur toutes les boucheries dans les marchés de Bordeaux, on s'aperçoit que à 80% c'est de la viande d'importation. Donc avant de regarder est-ce que vraiment les élevages les plus intensifs sont en Nouvelle-Aquitaine ou en reste de la France, il faut déjà regarder d'où provient la viande, majoritairement. Je ne vais pas citer les marchés de la place bordelaise, mais tout le monde les connaît. Mais une majorité de la viande provient d'Europe et de très loin. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pas pour jouer sur les mots, mais Olivier a parlé d'agriculture verte, respectueuse. Moi, j'aime bien ces termes-là et j'aime pas trop opposer l'intensif et l'extensif pour la raison suivante, c'est qu'en grande culture, nous prônons une agriculture intensive dans le sens où il faut produire le plus de biomasse possible pour nourrir les sols, fixer du carbone. Et c'est une agriculture qui ne pollue pas. C'est une agriculture qui amène moins de fongicides, moins d'insecticides et qui va fixer du carbone dans les sols. C'est-à-dire entre deux cultures, il faut que ça soit encore plus intense, il faut créer une culture intermédiaire qui ne sera pas récoltée, qui va uniquement être restituée au sol pour le nourrir. Voilà. Et donc ça, c'est une agriculture qui est très intensive puisqu'on produit énormément de biomasse à l'hectare au cours d'une année, mais elle n'est pas exportée. Donc j'aime pas trop ce terme d'opposition entre intensif et extensif. Je pense que c'est vraiment un rapport du passé un petit peu. Voilà. Juste un point, je rajouterai pour revenir sur l'élevage, la problématique finalement du penser global. C'est-à-dire que l'élevage, notamment, on importe beaucoup de soja en France, et le soja, on connaît l'impact sur l'environnement du soja, la déforestation, etc. Et donc, notamment, alors pour le coup, ça permet, en plus d'avoir une alternative à la viande, faire une filière d'oléoprotéagineux. Je sais qu'en région Nouvelle-Aquitaine, on y pense beaucoup. Alors, faut-il encore derrière avoir les filières de transformation, etc. Mais basculer sur la protéine végétale est une solution alternative, mais qui n'est pas immédiate et qui va prendre du temps, mais qui permet de résoudre... À quoi pensez-vous en général? C'est du pain, des févroles, des quoi? Oui, c'est toutes les protéagineux, effectivement, lentilles, pois, etc., qui permettent notamment alors, de faire à la fois du feed et du food, c'est-à-dire à la fois de l'alimentation animale, et c'est une des priorités, mais aussi, alors je sais que notamment il y a du côté de la Bourgogne, autour de Dijon, un laboratoire d'innovation territoriale, un territoire d'innovation, vous savez, comme il en existe dans plusieurs régions, ici, sur la vigne, Vitirève, en Bourgogne, sur la filière des protéagineux, pour justement réussir à réintroduire de la protéine animale, notamment dans les circuits d'alimentation collective, etc. Et donc, voilà des pistes d'avenir qui sont aussi étudiées en ce moment. On est sur tout un panel de solutions qu'il faut absolument étudier, avec l'ambition effectivement de réduire de plus en plus les impacts environnementaux. Oui, je vais appuyer encore plus, je vais aller dans le sens de cette réflexion. Les protéines, que ce soit donc les espèces qu'on appelle les légumineuses, qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique, que ce soit le soja, le pois protéagineux, la lentille, etc., le trèfle, la luzerne, toutes ces espèces-là vont enrichir, fertiliser le sol, enrichir en carbone, en azote, etc. Et donc le soja, en France, c'est l'espèce de grande culture la plus propre qui existe, puisqu'il n'y a pas de fertilisation, donc il n'y a pas d'amendement d'azote, puisque c'est une espèce qui fixe l'azote atmosphérique, il n'y a pas de fongicide, il n'y a pas d'insecticide, donc c'est l'or vert de l'agriculture biologique en France. Par contre, c'est vrai que quand on dit soja dans un repas, les gens pensent à la déforestation, mais ce n'est pas en France. La déforestation, elle se produit surtout dans les Amériques, et notamment l'Amérique du Sud, où là, ils utilisent un soja qui est OGM, qui
tolère en fait, avec ce gène qui a été introduit, un désherbage avec ce qu'on appelle le glyphosate. Et donc, on importe encore 70% de ce soja-là qui a reçu du glyphosate sur sa graine. Alors que le glyphosate en France est une molécule qui est utilisée avant semis ou après récolte, mais jamais sur la culture de rente. Et donc là, il y a une opposition quand même qui est extrêmement marquée entre ce qui est produit sur le sol français et ce qui est importé. Et donc là, c'est là où il va falloir que la politique agricole commune et les grands accords internationaux se mettent d'accord pour pouvoir homogénéiser un petit peu ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a le droit d'importer. Vous avez d'autres questions sur l'agriculture et l'évolution de l'agriculture ? Oui, tout à fait. J'ai une question sur un autre type d'agriculture. On a beaucoup parlé d'élevage là. Il me semble que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une des premières régions agricoles de France et on produit énormément de maïs, de blé, qui sont des monocultures. On sait que les monocultures, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour le maintien, le développement de la biodiversité. Donc d'une part, quelles conséquences ont ces parcelles agricoles sur la biodiversité ? Et on a beaucoup parlé également de pression démographique, économiquement parlant. Est-ce que vous pensez que justement on va continuer à rester sur ces modèles-là, les modèles habituels de production, sur ce type de céréales ? Est-ce qu'on va encore étendre les parcelles cultivées ou pas ? Est-ce qu'à horizon 50 ans, par exemple, vous avez une idée de ce que ça va donner ? Alors, il existe beaucoup d'études prospectives sur ce que sera l'agriculture, par exemple en 2050. Il y a un rapport du CGAER. Alors, le CGAER, c'est le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, qui dépend du ministère de l'Agriculture, et qui, en 2020, a fait un rapport qui s'appelle Agri 2050. Et qui est assez intéressant parce qu'il se place d'abord en 2035, donc à mi-course, pour dire que dans toutes les régions en France, finalement, on a une tendance, dont j'ai un peu parlé déjà, de relocalisation de l'agriculture, avec l'idée, effectivement, de sortir de cette logique d'agriculture mondialisée, parce que quand on parle de monoculture, par exemple, on a des monocultures d'exportation. Les céréales, quand on parle des céréales, on est plutôt sur des monocultures qui ensuite, pour une bonne part, sont exportées. Donc la question, c'est le modèle a tendance aujourd'hui à aller sur effectivement des circuits de proximité, pour une part, des circuits de proximité, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas un modèle qui peut se développer forcément sur 100% de nos surfaces agricoles, etc. Donc on est sur une tendance quand même très claire, pour des raisons qu'on connaît tous, qui sont des raisons sociétales, des raisons de préservation de l'environnement, des raisons de besoin effectivement d'avoir de l'amélioration de l'image de l'agriculture, etc. On va plutôt sur une tendance qui part sur plutôt une réduction effectivement de ces monocultures. Pour autant, quand on se place ensuite à 2050, la question est vraiment posée. Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'au niveau mondial va se poser la question de la sécurité alimentaire et va se poser la question de la position des agricultures européennes, par exemple, par rapport aux agricultures mondiales. Et donc, je suis absolument incapable de dire aujourd'hui si effectivement, même si la tendance est plutôt sur la relocalisation, si effectivement on ne va pas finir par avoir de toute façon, à un moment donné, le besoin de garder, de conserver effectivement une agriculture d'exportation sur des parcelles relativement étendues. Ce qu'on sait, et là je vous rejoins complètement, c'est que effectivement des monocultures sur des très grandes surfaces posent un problème en termes de biodiversité, en termes d'un certain nombre de choses, et que alors là on a des solutions comme l'agroforesterie. Alors c'est pareil, Sylvain pourrait en parler mieux que moi. Il y a un certain nombre de solutions qui font que on pourra éventuellement améliorer les choses là-dedans, mais pour l'instant le modèle global économique, on le connaît pas encore complètement. Oui, je peux juste parce rajouter... que, notamment l'agroforesterie, et puis une question que beaucoup de gens doivent se poser, quand est-ce qu'on reverra des haies, un peu plus de haies, dans nos paysages ? Alors, on en voit déjà. Oui, je sais que tout va bien. Je vais compléter avec des aspects peut-être plus techniques. Déjà, je voudrais dire que la monoculture, ça s'applique au maïs uniquement, mais une monoculture de blé, ça n'existe pas.
parce que blé sur blé, ça ne marche pas, donc personne ne fait de monoculture de blé. Donc en France, si je ne me trompe pas, je ne suis pas spécialiste des grandes cultures, mais je crois que la seule monoculture qui existe, c'est celle du maïs. Et elle impacte fortement notre région, bien sûr. La politique agricole commune est en train de livrer, on va dire, son nouveau dossier pour les années à venir. La monoculture sera interdite, sauf pour le maïs. Donc malheureusement, ça. Voilà. Mais c'est pour prendre en compte en fait le fait que ces fermes-là, si je ne me trompe pas, ont du mal à produire d'autres types de céréales. Et donc, ils seront obligés, par contre, pour compenser, d'avoir des couverts végétaux permanents tous les hivers, juste après la récolte du maïs, pour ressemer dans un couvert végétal qui sera composé d'au moins 6 espèces. Donc, ça pour augmenter spatialement et temporellement la diversité dans ces monocultures. Pour le blé, ce sont des rotations maintenant qui ont tendance à augmenter. Avant, il y avait la rotation classique du sud-ouest, c'était colza, blé, orge. Celle-ci, on va dire qu'elle est derrière nous. Maintenant, c'est des rotations, on va dire plutôt 2-2, avec 2 cultures de printemps, 2 cultures d'hiver. Et donc, par exemple, je dirais sorgho, tournesol, blé, escourgeon. Mais on n'a pas du tout de rotation extrêmement courte, comme ça peut être le cas. Ensuite, le ministère a mis en place un label bas carbone pour en venir aux haies. Donc ce label bas carbone, il est beaucoup plus large que la problématique des haies, mais il est déjà en place pour les haies. Donc les agriculteurs peuvent toucher une prime à la fixation du carbone dans les sols via la plantation de haies autour de leurs parcelles, qui bien sûr joue sur le carbone, mais aussi sur la biodiversité, etc. Pour les grandes cultures, on attend encore vraiment le dossier final qui préconisera donc certaines règles à l'agriculteur s'il veut toucher une prime carbone qui sera autour de 30 € la tonne de carbone fixée dans le sol à l'hectare. Et pour ça, il faudra restituer tous les résidus de récolte, donc n'exporter que le grain de blé, mais pas les pailles, par exemple. Ne pas laisser le sol nu, mais toujours avoir un couvert végétal, etc. etc. Bon, on attend la finalisation de ce dossier qui est encore en cours de rédaction. D'autres questions sur l'agriculture? Moi, si vous me permettez, je parle sous votre contrôle, j'avais envie de poser une question à notre ami du Crédit Agricole. Ce n'était pas du tout prévu, mais puisqu'il est là et qu'il participe à cette journée, j'aimerais bien savoir comment le Crédit Agricole accompagne tout ce qu'on a dit là. Enfin, je ne sais pas si vous aussi vous avez envie de savoir, mais moi j'avais assez envie de savoir. Je ne suis pas surpris de votre question et je me doutais même qu'à un moment donné j'allais être interpellé à vous écouter. Donc, c'était pas du tout concerté. Il y a une certaine logique, bien entendu. Le Crédit Agricole, c'est d'abord ses racines, l'agriculture, c'est aussi une grande partie de ses conseils d'administration, parce que comme on est coopératif, beaucoup d'agriculteurs et de viticulteurs siègent dans nos conseils d'administration. Et le Crédit Agricole, de par son histoire, a toujours accompagné l'agriculture dans toutes ses transformations. Vous pensez bien qu'au XIXe siècle, quand le Crédit Agricole accompagnait les premiers agriculteurs, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'accompagnement qu'on fait aujourd'hui. Et ce que je peux constater, et qui est dans une évolution assez rapide, c'est qu'en fait, on n'a pas de convergence, mais on a une agriculture qui avance de façon protéiforme sur des changements. Donc, bien sûr, on pense à l'agriculture raisonnée, au développement durable, voire même au bio. Et on s'aperçoit que... Ça, vous l'accompagnez ? Et ça, bien entendu. On a beaucoup de réflexions aujourd'hui, parce qu'on est en Aquitaine, en Gironde notamment, sur la transformation de la viticulture par rapport au réchauffement climatique. Les élevages intensifs, en fait, on en a de moins en moins, voire pas vraiment de nouveaux. C'est plutôt des situations qui durent ou qui se transforment. On a, après, ce que je trouve peut-être intéressant de partager avec vous, c'est qu'on a un peu les 3 comportements schématiques qui sont en train de se modifier en termes d'équilibre. On a un premier comportement qui reste très conventionnel parce que les contraintes locales ou par rapport à la production font que la solution idéale n'est pas encore trouvée, le risque économique pour l'agriculteur est élevé et donc il reste dans un cheminement conventionnel, mais avec pour tous une réflexion de se dire à quel moment ou comment je vais pouvoir évoluer. On a la deuxième famille qui en fait mixe les deux,
c'est-à-dire va être sur un début d'évolution ou une évolution marquée sur un développement durable de son outil de production, et puis conserver une partie plus conventionnelle pour des raisons d'ailleurs souvent plutôt économiques ou de transition en douceur. Et puis on a une troisième agriculture qui est le bascule, qui se prépare pendant 1 an, 2 ans, l'exploitant pendant 1 an, 2 ans dans ses réflexions, dans ses convictions, et qui va basculer dans une accélération assez rapide. Donc c'est un peu ces trois familles qu'on vit aujourd'hui, mais avec des impacts vraiment dans le sens de ce que vous dites, hein, c'est-à-dire le respect à la fois des sols, le respect à la fois de la consommation de carbone, le respect aussi des entrants et de la chimie, et le respect aussi des attentes des consommateurs, parce qu'au bout du bout, et je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse, alors on n'est pas dans une région laitière, moi j'ai été à un moment donné dans un crédit agricole qui était très marqué par le lait, hein, parce que j'ai pu travailler en Normandie, où on voyait que le bio était presque quelque chose qui faisait unanimité, et aujourd'hui on commence à entendre parler de surproduction de lait bio parce que le consommateur n'est pas prêt à payer le surcoût de production que représente le lait bio, et donc un phénomène un peu glacial, passez-moi l'expression, pour les agriculteurs qui ont massivement été vers le lait bio qui est très respectueux à la fois des animaux et puis et des sols, et qui ne trouvent plus forcément autant de débouchés. Donc il y a aussi cette réalité économique, l'agriculteur il veut vivre de son exploitation, le viticulteur il veut vivre de sa production, et donc il y a aussi cette nécessité économique qui reste quand même assez marquée. On peut dire quand même que, du moins en Gironde, on n'est pas menacé d'une surproduction de vin bio quand même. Sur le vin, non, j'ai pas le sentiment. Non. J'ai pas le sentiment. Pour autant, je ne sais pas si vous faites le même constat, moi je le regarde peut-être d'un regard là plutôt consommateur. Les rayons de vin bio ne sont pas dans une explosion de linéaire dans les distributeurs. Merci beaucoup pour cette intervention qui n'était pas prévue. Il y a une question, s'il vous plaît. On va récupérer votre micro. Il y a une question, monsieur. Je suis désolé, là on ne pourra prendre qu'une question, mais bon. Bonjour mesdames et messieurs. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'intervention. Je suis venu, j'ai vu le thème du débat aujourd'hui qui s'appelle, je l'ai écrit parce que je suis un peu ému par votre présence. Je vous remercie de la des brillantes interventions que vous avez faites. Et surtout, et la dernière était aussi très très intéressante. Et j'ai vu à quoi ressemblera l'Aquitaine de nos enfants. Je me suis déplacé pour ça parce qu'en fait, je n'ai pas entendu parler des enfants. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. C'était il y a peu de temps encore la devise du journal Sud-Ouest. Aujourd'hui en Aquitaine, avec le journal Sud-Ouest, comme partout en France, les faits sont cachés ou transformés, les commentaires libres n'existent plus. Aujourd'hui, l'avenir et la santé de nos enfants vont être sacrifiés à coups d'injections expérimentales. Sacrifiés sur l'autel de la finance et des bénéfices pharmaceutiques dans le silence médiatique complice le plus total. Dans ces conditions, comment pouvez-vous faire semblant de vous intéresser au visage de l'Aquitaine que nous leur transmettrons, messieurs, dames? Merci de votre intervention. Ce visage sera certainement celui de la honte. Il sera sur vous. Merci de votre intervention. Donc ce n'était pas une question, en effet. Moi j'ai une dernière question, et je suis désolé, c'est ce que j'avais prévu. Donc je suis un peu têtu. Donnez-nous, avant de conclure, chacun une raison d'espérer, puisqu'on est dans le... On a beaucoup parlé de problèmes là. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on va être... Quand je vois les cartes du bassin d'Arcachon avec toutes les zones qui vont être inondées, ça me fait peur. Donc, donnez-nous une raison d'espérer. Vous n'êtes pas surprise, je vous avais averti. Hein. Faites pas celle qui est surprise. Je ne suis pas surprise, je savais qu'on irait là-dessus. Mais une raison, là j'ai un peu plus de mettons mal. J'ai plusieurs raisons. Donc soyons très positifs. Je pense qu'on a à la fois des compétences locales et puis plus largement que locales pour travailler sur le sujet, pour apprendre à mieux connaître les mécanismes, les écosystèmes, les sociétés, pour faire en sorte de pouvoir mieux accompagner la décision publique, les politiques. Donc ça, je pense que c'est un atout, il faut le savoir, il faut le dire aussi. Je pense qu'on a une société qui est de plus en plus engagée
et qu'il faut qu'on puisse travailler de mieux en mieux avec ça. Donc c'est aussi un autre point fort. Et je pense qu'on a un territoire qui est aussi très résilient. On a la chance d'avoir un territoire très, très varié et très riche qui nous permet d'espérer continuer à produire, évoluer dans un sens où nos enfants seront heureux d'en profiter. Et je précise aussi, quand on parle de nos enfants, que finalement, quand on évoque les effets, se projeter à 2050, voire 2100, mais enfin bon, à 2050 de façon un peu plus moyen terme, c'est quand même une période où nos enfants, ce ne sera pas juste ceux qui vont en profiter, c'est eux qui seront aux commandes de nos sociétés, aux commandes de notre pays. Et donc je pense que c'est dès à présent qu'effectivement les transformations, les réflexions, les changements de paradigme doivent être pris en œuvre, mais aussi dans le système de l'éducation. Alors là, moi, ça m'échappe dans le sens où je ne suis pas experte, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et pour que justement les prochains responsables et décideurs, nos enfants, soient aussi en mesure de poursuivre les choses. Très bien, on continue le tour de table. Olivier Lavial. Non, mais Jeanne a tout dit. Oh ben non. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que dans l'évolution de l'agriculture, ce qui est un fait commun de tous les scénarios qu'on peut imaginer, c'est que effectivement la recherche, par exemple, et la formation vont prendre beaucoup d'importance dans les années à venir. En prennent aujourd'hui et notamment là, c'est pareil, je prêche pour notre institution à tous les trois, hein, oui, INRAE. d'ailleurs. Voilà, finalement. On est dans une logique d'appui aux politiques publiques, justement, sur ces transitions. Et moi, tout ça me rend optimiste parce qu'effectivement, comme le disait Jeanne, il y a une vraie prise de conscience collective. Il y a de plus en plus des combats qui sont menés collectivement à travers des sciences participatives, à travers les notions de collectif dans les territoires. Tout ça dans lesquels la recherche trouve toute sa place aujourd'hui. Et donc, tout ça me donne des raisons, effectivement, en tout cas, de penser qu'on est aujourd'hui beaucoup plus en capacité de mesurer notamment tout l'impact de toutes nos pratiques et d'essayer d'en faire des pratiques vertueuses. Donc, moi, je suis plutôt très optimiste. En tout cas, on a du travail pour l'avenir, nous. Voilà. Sylvain ? Oui. Donc pour me recentrer sur la forêt, je dirais que, je l'ai dit au départ, je crois, la forêt est en pleine expansion en termes de surface en France, en Europe, peut-être un petit peu moins en Nouvelle-Aquitaine, mais également en expansion quand même. Le pourcentage est plus faible, je crois, en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça veut dire qu'on va vers... Elle va continuer à être en expansion ? La déprise agricole sera, pour moi, je ne vais pas faire de prédiction à long terme, mais sera de plus en plus forte, puisqu'il y a, je crois, un nombre de départs à la retraite dans les 20 ans qui arrivent en agriculture qui va être extrêmement important, et donc toutes les fermes extrêmement morcelées, les petites parcelles, vont constituer toute une déprise agricole qui va être recolonisée par la forêt. On le voit déjà à l'heure actuelle dans certains départements de Nouvelle-Aquitaine. Et je pense notamment à des milieux très ruraux ou de basse montagne, où on constate vraiment une déprise agricole assez forte. Donc moi je pense qu'en 2050, il y aura plus de surface forestière qu'aujourd'hui. Il y en a quand même 30% de plus qu'il y a un siècle, mais donc je ne peux pas dire le pourcentage qu'il y aura en plus, mais je pense qu'on va aller vers une augmentation. Donc plus de stockage de carbone dans les sols, plus de biodiversité. Ça va aller dans ce sens-là, pour ces écosystèmes-là, hein, je parle. Et puis pour les grandes cultures, je pense qu'il y a quand même un virage extrêmement important qui est fait à l'heure actuelle, que ce soit par les instituts de recherche, mais par les agriculteurs eux-mêmes. On voit qu'il y a l'augmentation de passage à la bio, comme on dit, mais également des gens qui se tournent vers l'agroécologie avec la préservation des sols, le stockage de carbone dans les sols, cette prime carbone, le label bas carbone du ministère de la Transition écologique va dans le bon sens. Donc moi je suis assez optimiste, voilà, pour conclure. Merci à vous trois et merci à nos amis de Sciences Po pour ces excellentes questions. Heureusement que vous étiez là. Merci. Merci à toutes, merci à tous, merci Didier. J'espérais terminer par une note d'optimisme avec les deux jeunes filles. Comme il nous reste 1 minute, est-ce qu'on peut savoir si elles sont aujourd'hui optimistes ou pas trop? Moi, ça m'intéresse et ça va faire le lien avec le débat d'après, puisqu'on va parler de l'entreprise et de donner du sens. Allez-y.
Vous êtes encore étudiante, mais bientôt Disons forcément que sur un jour. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui de rester optimiste parce que l'optimisme aussi est conjoint à l'engagement et qu'il faut qu'on s'engage. Et aussi, on peut rester optimiste du fait de la résilience de notre territoire actuel. Et oui, je pense que c'est essentiel actuellement de ne pas tomber dans un pessimisme parce que tout n'est pas perdu et qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, il faut avoir l'énergie de le faire. Merci. Et le mot de la conclusion. Ça m'embête de finir sur moi alors. C'est vrai que l'optimisme, pour ma part, il est un petit peu plus difficile à trouver parce que, juste pour information, je suis en un master qui s'appelle Gouvernance de la transition écologique. J'étudie l'écologie, j'étudie ce qui se fait en ce moment aussi en termes de conséquences du réchauffement climatique sur la planète, sur la gouvernance globale, comment ça se passe. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'un peu voir les limites des changements en tout cas humain, fait en faveur d'une mobilisation pour contrer un peu ce changement climatique. Néanmoins, c'est vrai que si on est là, c'est parce qu'on y croit, on espère. Et en fait, moi j'ai surtout espoir, je place mon espoir en vous, c'est-à-dire en vous, messieurs, dames, scientifiques, politiques, journalistes et société civile. En fait, tout un chacun qui a besoin d'adhérer à ces idéaux de lutte contre le changement climatique, de consommer autrement. Et c'est grâce à ça qu'on continuera d'avancer et de penser le progrès autrement, et de penser le progrès dans la lutte contre le changement climatique et pour une meilleure société humaine et de biodiversité également. Eh bien, merci. On écrit demain, donc grâce à vous. Je crois qu'en plus, vous avez salué le public. Merci Didier pour la qualité de ce débat. On voulait remercier aussi le lecteur ou non-lecteur qui a pris la parole. Ça nous prouve qu'ici, on peut tout se dire. Donc n'hésitez pas à réagir.